Edgar Morin, pour moi, c'est notre Héraclite du XXIe siècle. Et c'est en cela que Reliance, le groupe Reliance, nous tous, chercheurs qui travaillons dans ce groupe, nous sommes ses disciples. Donc moi je m'appelle Nadia Lazari-Dodler, je suis française, née dans une ville de Lorraine. Professionnellement, j'ai travaillé quelques décennies en France, tant dans le public que dans le privé, avant de partir très tardivement en fait, au Québec, d'immigrer au Québec, où j'ai fait un doctorat en administration, spécialité management. Et puis à ce moment-là, donc au bout de 5 années, donc 4 années de doctorat, 1 année de post-doctorat, j'ai eu un poste à l'UQAR, à l'Université du Québec à Rimouski. Je vais d'abord parler de ma propre pensée. Ma pensée, c'était, j'ai jamais eu une pensée manichéenne. Pour moi, rien n'est noir, rien n'est blanc. Je dirais plus qu'il y avait des couleurs entre le blanc et le noir, donc le blanc et le noir étaient reliés. Il y avait des nuances de gris, même des nuances de blanc, si on peut dire ça comme ça, mais enfin bon, c'était relié. J'ai pas une pensée tranchante non plus, donc je prends souvent du recul et puis je réfléchis aux situations où je me pose des questions en me demandant moi-même pourquoi c'est comme ça. Pourquoi... Une fois que j'ai eu connaissance de M. Edgar Morin et puis de son œuvre, j'ai su mettre d'autres mots là-dessus en me disant que ma propre pensée, finalement, pouvait être reliée à celle d'Edgar Morin. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, donc, quand je suis arrivée à l'UQAR, comme j'expliquais tout à l'heure, j'ai une de mes collègues, donc pour ne pas la nommer puisque c'est Marie-Noëlle Albert, qui, elle, donnait un cours de complexité, puis on discutait beaucoup ensemble, et puis elle m'a parlé de son cours. Puis j'ai trouvé ça super intéressant, puis c'est là que je me suis dit, waouh, mais je pense comme ça aussi, il faut que je lise, il faut que ça... Donc elle m'a beaucoup parlé, elle m'a indiqué des ouvrages, L'humanité de l'humanité, enfin La Voix, je les ai tous aujourd'hui. J'ai lu pas mal de choses aussi dans des revues, puis je suis toujours super heureuse quand M. Edgar Morin sort quelque chose, donc je suis vraiment à l'affût. Et donc ça c'est donc cette partie-là. Puis ensuite, comment est-ce que moi je l'utilise donc implicitement, donc, je ne fais pas beaucoup d'efforts, il y en aura sûrement encore à faire, mais pas beaucoup d'efforts, puisque personnellement, je pense que je suis comme ça, j'ai toujours essayé de relier les choses, les gens, les personnes, j'ai toujours essayé de mettre des ponts entre tout le monde en fait. Donc avec mes étudiants, je fais exactement la même chose et je leur parle d'Edgar Morin et je leur parle de pensée complexe et puis je les invite à aller plus loin et justement à avoir une réflexibilité sur ce qu'ils font, sur ce qu'ils apprennent, pour en discuter ensuite en cours et puis relier à nouveau toutes les choses. Moi j'étais contente de savoir qu'il y avait un penseur, un philosophe, sociologue qui était qui démontrait que la pensée complexe c'était ce concept, qui mettait des mots là-dessus déjà. Et dans ce que je fais, dans mes cours, c'est sûr que pour moi c'est quelque chose que je fais, que je transmets, que je partage et j'ai un grand plaisir ensuite. Je ne cache pas que c'est parfois compliqué pour les étudiants parce que quand je leur demande oh là là, le premier bouquin ça a été compliqué de le lire, ça a été compliqué de comprendre, mais après ils sont heureux de partager, d'en parler, quand on est en débat, de revenir sur des réflexions ou de sortir une citation comme ça. Donc ça, pour moi, c'est gagné. Je suis super contente quand c'est ça. Je me retrouve dans cette citation. Donc c'est nous essayons de nous entourer d'un maximum de certitudes, mais vivre, c'est naviguer dans une mer d'incertitudes à travers des îlots et des archipels de certitudes sur lesquels on se ravitaille. Je trouve ça merveilleux parce que si je prends ma propre vie, tout simplement, quand j'ai quitté la France pour immigrer au Québec, j'étais au maximum des incertitudes. Avant, j'étais dans une certitude de travail, de salaire, de tout ce qu'on voulait, donc je n'avais pas trop de questions à me poser. J'avais mes amis, j'avais tout. En quittant, c'est un deuil, hein. On fait le deuil de ce qu'on laisse. Et puis, on n'a que des incertitudes, que des questions. Mais en même temps, ça donne beaucoup d'ouverture, ça donne beaucoup d'élan et puis quelque chose comme
d'explorateur. Donc ça, c'est en ça que je me reconnais là-dedans. Et puis à nouveau, des îlots. Donc c'est-à-dire on va retrouver des petites certitudes dans le pays qui nous accueille parce qu'on se dit, ah bah tiens, là, c'est un exemple, il y a une alliance française. C'est un petit îlot où on peut aller se ravitailler un petit moment, mais on ne va pas y rester parce qu'on n'est pas venu au Québec pour rester avec des Français non plus. Donc on va repartir, bon, ce sera un nouveau outillé, je trouve ça merveilleux. Voilà. Je ne donne pas un cours sur la pensée complexe, mais mes cours, moi, sont plus en lien avec la gestion de la diversité. Puis je trouve que là, on est en plein dedans, puisque comment on fait pour gérer des personnes diverses, alors quelle que soit la diversité, comment on fait pour leur montrer que, en fait, on est tous pareils, on est tous des personnes. Donc c'est surtout ça. Donc pour moi, c'est réussir à faire à montrer qu'on est des personnes et puis qu'on est tous uniques avec nos différences, sans juste montrer les différences non plus. Donc pour moi, arriver à faire ça, c'est génial, en cours ou même dans la vie courante, quand je rencontre des personnes diverses, c'est toujours appliquer les mêmes choses, montrer l'ouverture à l'autre. Voilà, donc pour moi, c'est quelque chose en fait qui m'habite et ça m'habite et puis je fais le forcing pour que les étudiants aient ces réflexes-là aussi, puis qui se posent toujours plein de questions, même si des fois ce serait tellement facile de répondre par il est différent, là je ne comprends pas là-dessus, puis point final, et je me ferme complètement. Parce qu'il y a l'irréductibilité. Quand on parle de personnes immigrantes, quand on parle d'étudiants internationaux, quand on parle de Québécois, de Français, de tout ce qu'on veut, ne jamais réduire la personne à une seule dimension, puisqu'on est fait de plein de dimensions. Par exemple, là j'ai un cours j'ai 16 étudiants. Sur les 16 étudiants, j'ai 4 étudiants québécois et j'ai 14 étudiants internationaux. Pratiquement tous venant d'Afrique, de pays d'Afrique divers. Et me rendre compte que mes étudiants québécois prennent soin, sont bienveillants pour les étudiants internationaux et vice-versa, parce que l'inverse est vrai aussi. Donc ils s'apportent tous les uns les autres beaucoup de choses, mais moi je jubile, quoi. Donc ça pour moi c'est le plus grand bonheur. Reliance. Si on voit le travail au niveau d'une organisation, essayer d'éviter de faire travailler les gens en silo, à ce que les personnes travaillent en groupe, en équipe, qu'il y ait de la bienveillance les uns vers les autres, puis toujours pareil, l'empathie, l'ouverture à l'autre, c'est ça, pour moi c'est la reliance, c'est ça. Faire des ponts de toutes les manières possibles finalement. Pour moi, en tant qu'enseignante, en tant que professeur, ce que j'essaie de faire, c'est de ne pas être opaque, afin de passer les choses en transparence à mes étudiants pour qu'ils les comprennent. Je ne veux pas qu'ils retiennent bêtement un concept qui va être, entre guillemets, le nom plutôt barbare. C'est juste s'en jeter, enfin, ça c'est mon avis personnel, mais s'ils l'ont vraiment compris dans le fond et qu'ils savent que c'est ça, après ils vont retenir le nom, le concept. Mais la première des choses, il ne faut pas qu'il y ait une barrière à l'entrée tout de suite et puis qu'ils n'aillent pas parce qu'ils disent oh là là, mais qu'est-ce qu'il y a là derrière, je vais pas y aller. Donc c'est ça. J'ai fait plusieurs métiers. Au départ, des métiers alimentaires, c'était comme ça. Dans ce temps-là, on ne choisissait pas forcément le métier qu'on voulait exercer, donc des métiers alimentaires. Ensuite, j'ai fait des métiers que j'ai plus choisis, donc en direction par exemple pour la lutte contre les discriminations. Je travaille dans le domaine du financier aussi, donc privé, public. Et puis j'ai sauté sur une opportunité, puisque je ne nommerai pas d'établissement, mais mon établissement en France a été fermé, quoi. Et donc moi j'ai décidé à ce moment-là de partir faire un doctorat, faire ce que j'avais envie de faire depuis toujours, presque assez tardivement on va dire, mais j'ai choisi donc le doctorat que je voulais faire, mon sujet, et là c'était vraiment ce que je voulais faire. Je ne savais pas trop si je voulais enseigner, si je ne voulais pas enseigner, ça c'était pas la question du moment, c'était de faire ce que j'avais envie de faire, donc c'est ce que j'ai fait. Et puis ensuite, j'ai eu une profonde réflexion aussi sur tout ce que j'avais fait depuis ma plus tendre jeunesse, puisque j'ai commencé à travailler très tôt.
Et puis je me suis dit que finalement, tout ce que j'avais fait, autant des métiers alimentaires que travailler dans le public, dans le privé, dans le financier, tous ces métiers m'avaient apporté des compétences, m'avaient apporté des belles choses, des belles manières d'être aussi, même s'il y a des choses que j'aimais pas, mais celles-ci je les avais effacées, j'ai gardé que le positif de tout ça. Et aujourd'hui, si je suis la personne que je suis, c'est grâce à tout ça. Donc pour moi, c'est que du bonheur. Et puis il n'y a pas un métier que j'aurais voulu faire, mais je trouve que c'est quelque chose, pareil, c'est de la co-construction. Puis j'ai gardé des compétences. Puis aujourd'hui, dans mon travail de professeur, je vais aller piocher dans mes compétences de métier alimentaire de l'époque. Je vais aller piocher dans mes compétences de finance ou de lutte contre les discriminations, puisque je suis quand même beaucoup sur ces sujets. Et puis je trouve ça fabuleux d'avoir une vie aussi riche professionnellement, parce que ça me permet d'apporter beaucoup à mes étudiants. Je vois toujours l'histoire des ponts, moi, entre les disciplines. Ces ponts, je les fais dans mes cours. Donc je vais aller vraiment dans plein de sens possibles. Je peux aller en psycho, je peux aller en psychosociaux, je peux aller en sociologie. Je vais chercher ce dont j'ai besoin, parce que je vais estimer que c'est par cette discipline-là que c'est le mieux, peut-être le mieux expliqué, plus facile à retenir pour mes étudiants. Qu'est-ce qui m'inspire? Moi, la nature m'inspire. Le matin, quand je me lève, entendre les oiseaux chanter, j'habite en bas du château Frontenac à Québec, donc voir le château perché au-dessus de moi, de mon lit, parce que j'ai une vue magnifique, de voir la neige recouvrir le Saint-Laurent, tout ça, ça m'inspire. En même temps, on a une idée de rudesse, parce que c'est rude, c'est très rude, c'est très froid, il faisait moins 30 là, quand on est parti. Mais en même temps, quand on voit le spectacle, c'est un vrai spectacle, quoi. Donc c'est magnifique. Et donc la nature. Et puis l'humain. L'humain, même si l'humain parfois peut être terrible, c'est ce qu'on voit en ce moment en Ukraine, mais quand on voit les solidarités, entre humains, comment les gens se lèvent, et puis comment la peur tombe, et puis on se met en action pour venir en aide aux personnes qui en ont besoin. Je trouve ça fabuleux, donc moi je garde foi en l'humain. Je pense que l'humain manque d'éducation, il a besoin d'être éduqué. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'il faut ça prend du temps. On voit ces cycles qui reviennent tout le temps. Quand on sait qu'il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, on sait les problématiques, comment elles sont arrivées, on sait ce qui s'est passé, et pourtant là on fait la même chose. Par rapport au climat, on sait ça depuis aussi quelques décennies, là, et puis on continue. C'est comme si en fait on était conscient sur le coup, et puis on oublie très vite, quoi. Donc on devient amnésique. Je crois que c'est Edgar Morin d'ailleurs qui le dit. On devient amnésique et puis on oublie. Parce que là, du coup, on n'en parle plus. C'est comme si on avait mis un couvercle dessus. Puis on y revient peut-être à un autre moment. Mais là, on a un genre d'amnésie par rapport aux problèmes, aux grands problèmes de civilisation. Parce que là, c'est des problèmes de civilisation. Je pense que les enfants tout petits, dès l'école maternelle, on devrait leur apprendre qu'est-ce que l'environnement, puis comment c'est important pour nous, si on veut continuer. Là, c'est peut-être un peu tard déjà, mais bon, on va rester optimiste si on veut continuer de vivre sur cette planète. Et puis pour eux, puisque en fait, c'est eux qui vont reprendre nos dégâts. Donc, leur montrer qu'on s'est trompé, qu'on a fait des choses qu'il ne fallait absolument pas faire. Et puis que dans leur propre éducation, ensuite, qu'ils éduquent leurs enfants. Et puis ça, je fais juste une parenthèse et puis un lien avec la gestion de la diversité culturelle. C'est exactement la même chose. Avec le racisme, c'est la même chose. Parce que quand on est enfant, si on vit dans une famille où les personnes sont racistes, forcément, elles vont entendre que ça. Les enfants n'entendront que ça. Alors si on entend que ça, et puis on a l'impression que c'est seulement ça, c'est cette pensée qui existe. Donc pour ces enfants-là, c'est peut-être important aussi qu'ils puissent entendre un autre son de cloche et qu'ils puissent se questionner eux-mêmes à un moment donné pour sortir de cette pensée, puis aller plus loin justement que vers cette pensée qui est juste une pensée simplifiée, quoi, se dire il n'est pas pareil que moi, je rejette.
Alors ce qui m'inquiète le plus, c'est l'état de la planète, tout d'abord, et puis bien sûr la Covid-19, parce que j'ai l'impression que les humains n'ont pas tiré de leçons de ce qui s'est passé, de ce qui se passe encore, puisque quand on discute un peu, c'est plus, mais alors quand est-ce qu'on en revient à la normale? Donc ça m'inquiète, parce que la normale, il ne faut pas la rechercher à nouveau, il faut aller de l'avant, il faut se renouveler, puis faire des choses différentes, voir les choses de manière différente. Autant donc, du point de vue environnemental donc, que par rapport à la pandémie. Donc c'est vraiment une nouvelle réflexion du travail, de la manière de travailler, et puis la manière de tenter de conserver notre planète au mieux. Alors c'est sûr que j'ai aucun pouvoir, mais ce que je peux faire à mon petit niveau, c'est essayer d'amener les personnes que je côtoie. Alors quand je parle de personnes que je côtoie, c'est mes étudiants, c'est les personnes à l'université, c'est ma famille, c'est mes amis, puis c'est ce que je fais, de les amener à la pensée complexe. C'est-à-dire de les sortir de la pensée simplifiante, et de les amener à aller beaucoup plus loin dans leur réflexion pour justement voir où il y a des liens, quelles sont les conséquences des actes qu'ils ont posés à tel moment, pourquoi c'est comme ça à ce moment-là. Donc c'est ce que je pense que ce que je ferais. Donc les détacher de leur pensée simplifiante finalement. Oser la pensée complexe. La pensée complexe ne mourra pas, et puis donc et elle sera portée aussi par la suite par d'autres chercheurs. Donc je pense qu'elle va continuer à suivre sa voie. Avec nous et puis sans nous plus tard. On l'a fait. Voilà. Bon, c'est pas si Alors moi je pense, je verrais plutôt Edgar Morin au Panthéon. Au Panthéon, mais entouré de tous les philosophes, de tous les écrivains, de tous les penseurs, des théoriciens, toutes les personnes qui ont utilisé la pensée complexe. Et donc comme ça, ils se retrouveraient en groupe, en reliant, comme on dit dans notre groupe de travail. Donc je le verrais plutôt là.